Okay, welcome everybody. Before we begin, I would like to take care of the few housekeeping issues. The first regarding the interpretation. Please note that this session has an interpretation which will be provided in 5 languages, Arabic, English, Russian. Bonjour à toutes et à tous. Lors de cette réunion, vous aurez de l'interprétation dans diverses langues, en russe, en français, en espagnol et en anglais et en espagnol. Vous pouvez sélectionner l'icône interprétation sur Zoom pour sélectionner votre canal. Deuxièmement, concernant l'enregistrement, cette session sera enregistrée et elle sera disponible sur le site de la Semaine de la Santé. Alors, pour commencer cette session, j'aimerais commencer par me présenter. Je m'appelle Shizuru Nishida. Je suis la chef d'unité alimentation sûre, saine et durable du département nutrition et sécurité sanitaire des aliments à l'OMS. Je suis responsable de cette session pour l'OMS et cette session est également menée par Joe Joel, un collègue de l'UNICEF qui s'exprimera à la fin de cette session pour la clôture. Il s'agit de la 3e session sur 8 des Health Talks, des discussions sur la santé, qui sont organisées par l'UNICEF et l'OMS. Ces sessions ont lieu cette semaine pour préparer le sommet de la nutrition pour la croissance, qui se tiendra le 7 et le 8 décembre de cette année. Ces sessions de cette semaine mettent en lumière des priorités et des actions prises par les pays pour promouvoir des actions dans le domaine de la nutrition pour améliorer l'environnement de l'alimentation et promouvoir une alimentation saine et sûre. Dans cette session, nous allons nous concentrer sur la révision des compositions des aliments. L'OMS recommande aux pays de prendre des mesures pour améliorer l'alimentation, notamment des mesures qui pourraient être prises à l'école. L'une des actions politiques est la révision de la composition des produits. Il s'agit de réduire la teneur de certains nutriments qui sont liés à des risques pour la santé, tels que le sel, le sucre ou les acides gras trans, les AGT. De nombreux pays dans le monde ont mis en œuvre des politiques volontaires ou voire obligatoires pour demander aux fabricants de réviser la composition de leurs produits pour réduire la teneur en sucre, en sel et en AGT. Mais ces pays ont connu des niveaux de succès différents. Ainsi, lors de cette session, nous allons présenter des travaux, des initiatives qui ont été mises en œuvre par des pays dans le domaine de la réduction de la teneur en sucre, de sel et d'AGT. Il s'agit d'apprendre de ces expériences pour savoir comment est-ce que ces pays ont développé ces mesures et quels sont les facteurs qui ont soutenu ces développements. Tout résultat, actions qui ont été observées sur le terrain, nous parlerons de tout cela. Et nous parlerons également des défis qui ont été rencontrés lors de la mise en œuvre de ces politiques. Il s'agit d'encourager des engagements au niveau national et nous espérons également encourager l'engagement des entreprises pour mettre en œuvre des actions qui auront un impact, et ce, en vue du sommet en décembre. Sans plus attendre, j'aimerais donner la parole à Madame Elena Laurent, directrice générale de Consumers International,
qui a accepté de modérer cette session. Elena, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Chizuru, et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. C'est une très belle série de sessions qui est organisée par l'OMS et l'UNICEF en l'occurrence. Je m'appelle Elena, comme vous l'avez entendu. Je suis la directrice générale de Consumers International, une fédération de 200 groupes pour les consommateurs à travers le monde. Nous travaillons notamment sur le sujet de la révision de la composition des produits. Et nous travaillons plus particulièrement sur la réduction de la teneur en sel, en sucre et en AGT. Et nous nous assurons qu'il y ait des normes qui soient fixées. Et c'est donc aujourd'hui une formidable opportunité de modérer cette session aujourd'hui. Et je me réjouis d'apprendre de vos témoignages. Aujourd'hui, nous allons entendre d'abord des experts qui nous présenteront des faits. Ensuite, nous aurons des exemples d'actions menées par des pays. Nous entendrons différentes expériences. Et il faut réfléchir à quelles sont les bonnes pratiques, comment pouvons-nous avancer plus rapidement ensemble. Et ensuite, nous aurons du temps pour passer aux questions et aux réponses. Alors, vous pouvez écrire vos questions sur Zoom. En bas de votre écran, il y a un onglet dans lequel vous pouvez écrire vos questions et nous essaierons d'y répondre à la fin. Mais je préviens nos orateurs que je vais vraiment garder un œil sur ma montre et m'assurer que nous soyons dans les temps. Alors, je vais donner la parole à notre premier expert, Martin Nort de Wageningen, qui travaille sur l'alimentation et l'avenir de l'alimentation. Et ensuite, je donnerai la parole à Rein Yamamoto de l'OMS. Et ces deux experts nous parleront donc de la révision de la composition des produits. Et ils nous parleront des actions qui peuvent être mises en place. Alors, j'aimerais savoir si Martine, si Dr Nort, si vous êtes parmi nous. Oui, je vous vois. Alors, je vous donne la parole. Merci de nous parler de l'importance de ce sujet, de la manière dont vous voyez les progrès réalisés. Et je vais vous demander de vous exprimer en l'espace de 5 minutes. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais parler des opportunités et des défis pour la révision de la composition des aliments, et ce dans l'industrie alimentaire. Alors, la révision de la composition, c'est réviser la composition des aliments transformés. Tout d'abord, il faut réduire la teneur des nutriments négatifs. Donc, négatifs, c'est-à-dire qu'ils sont surconsommés par les consommateurs dans leur alimentation. Et il s'agit en particulier de sel, de graisse et de sucre. Et pour ce qui est des graisses, on peut parler du total des graisses consommées, des graisses saturées et des acides gras trans. Pour ce qui est des graisses et du sucre, il s'agit également de réduire la teneur énergétique pour réduire l'obésité. Il s'agit également d'augmenter les nutriments positifs, tels que les fibres alimentaires, mais il s'agit d'apporter davantage de nutriments, mais réduire la teneur en sucre et en sel notamment est très important. Quelles sont les priorités pour éviter les risques de santé? Il faut réduire en particulier la teneur en sel, en sucre et en acides gras trans. Et c'est ce dont je vais vous parler lors de cette présentation. Alors, pour ce qui est de la teneur en sel dans les aliments, tout d'abord, il faut reconnaître que la consommation de sel se fait principalement par la consommation d'aliments transformés. Le taux est de 77%.
La consommation de sel vient principalement de catégories d'aliments de base tels que le pain, le fromage ou encore la viande transformée. Pour réduire la teneur en sel dans ces produits, c'est une chose très importante, mais c'est quelque chose qui est complexe. Le sel a trois fonctions principales. Tout d'abord, le sel permet d'augmenter la perception du goût et permet notamment aussi d'augmenter la durée de vie de l'aliment. Pour ce qui est du goût, bien entendu, le sel donne un goût salé aux aliments, mais il est aussi très important, le sel est également très important pour augmenter le goût dans l'ensemble des aliments. Et pour ce qui est de la qualité des produits, le sel influence les propriétés de l'aliment et régule la fermentation. Donc, le sel est très important pour les fabricants. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que ces fonctionnalités sont essentielles, mais il existe des stratégies pour résoudre les problèmes qui se présentent. Pour résumer, pour la réduction du sel dans l'alimentation, il y a plusieurs stratégies. L'on peut réduire le sel dans les produits tout en maintenant une bonne qualité et de bonnes propriétés sensorielles. Et c'est là possible. Il est possible de passer à une réduction de 20 à 60%. Il faut également réduire l'ajout de sel pour que les consommateurs, in fine, consomment moins de sel dans leur alimentation. Il existe des produits qui peuvent remplacer le sel et qui ont un coût parfois plus élevé. Mais les consommateurs, souvent, ne souhaitent pas payer un coût supplémentaire pour réduire le sel. Donc, c'est aux fabricants, c'est un défi pour les fabricants d'aliments. Et ainsi, mon dernier message concernant le sel. Il existe des législations, des régulations dans plusieurs pays. Et ce sont ces pays qui atteignent le plus rapidement leur cible de réduction de teneur en sel dans leurs aliments. Maintenant, passons au sucre. Nous voyons que la consommation de sucre vient principalement de 4 catégories de produits. Les produits édulcorants, les pâtisseries notamment, et les boissons. Pour ce qui est des boissons sucrées, le sucre est ajouté pour le goût. Donc, c'est important là de réduire le sucre dans ces boissons. Il faut permettre aux consommateurs de s'adapter à des boissons qui soient moins sucrées. Pour certains produits, il faut que les entreprises puissent réduire la teneur en sucre tout en gardant la même qualité. Pour d'autres catégories de produits, il est plus difficile de trouver des produits de remplacement. Il est possible de réviser la composition des produits et de réduire la teneur en sucre dans toutes ces catégories. Pour l'industrie, il est très important que le sucre soit l'un des aliments les moins onéreux. Et donc, réduire la teneur en sucre, cela augmenterait les coûts des produits.
Les consommateurs sont souvent prêts à payer un prix plus élevé pour des produits à très faible teneur en sucre. Pour ce qui est des acides gras trans, les AGT, ces AGT viennent de produits transformés et ces AGT sont hydrogénés et l'on peut retrouver des AGT dans les biscuits, par exemple. Il est possible de réduire les AGT, mais il y a un compromis à trouver avec d'autres nutriments. Pour les fabricants, réduire les AGT est quelque chose de très important. Il est difficile de trouver des alternatives. Les alternatives sont souvent plus onéreuses et moins fonctionnelles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut augmenter la sensibilisation des fabricants, les sensibiliser pour qu'ils utilisent des produits qui contiennent des alternatives aux AGT. Et enfin, dans cette catégorie, la législation pour ce qui est, par exemple, des huiles partiellement hydrogénées. Il s'agit ici d'interdire ce type d'huile. Marc, je vais vous demander de terminer votre présentation d'ici 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, donc mon message à retenir est le suivant. Il y a de nombreuses possibilités pour les fabricants d'améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits tout en conservant une haute qualité. Les complexités technologiques sont différentes pour chaque catégorie alimentaire. Souvent, la révision de la composition des aliments est plus onéreuse. Les fabricants, les nutritionnistes et les gouvernements doivent travailler main dans la main pour trouver comment une solution pour réduire la teneur en sucre, en sel et en AGT. Cela est possible et il faut le faire ensemble. Merci. Merci beaucoup, Martine, pour ces remarques. Vous avez déjà beaucoup de questions qui ont été posées et nous les poserons à la fin. Je passe la parole à Dr Rein Yamamoto, scientifique de l'unité de l'alimentation sûre, saine et durable, ici à l'OMS. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Elena. Je vais partager avec vous quelques remarques sur le travail de l'OMS pour la révision de la composition des aliments. L'OMS a établi des normes mondiales sur l'apport de sel cette année. Ces normes sont harmonisées et permettent de limiter la teneur en sel des produits transformés. Ces normes sont établies pour 64 catégories d'aliments. Et aujourd'hui, l'OMS développe un guide qui décrit étape par étape comment est-ce que les pays peuvent développer ce type de normes au niveau national. Par ailleurs, le bureau de l'OMS en Europe développe un manuel pour la révision de la composition des aliments pour reprendre les bonnes pratiques. L'OMS est en train de développer des orientations pour trouver des substituts au sel et ces orientations seront publiées cette année ou peut-être l'année prochaine. Pour ce qui est de la réduction du sucre, l'OMS a mis à jour ses orientations sur l'apport en sucre pour les adultes et les enfants en 2015. Depuis, les pays ont pris différentes actions pour réduire la consommation de sucre et ont mis sur pied une taxe pour les boissons sucrées. La consommation de boissons sucrées a augmenté parmi tous les groupes d'âge, en particulier auprès des enfants. Depuis septembre 2021,
79 pays mettent en œuvre des taxes sur les boissons sucrées. C'est une très bonne nouvelle, mais en termes de révision de la composition, il n'y a pas eu encore beaucoup de progrès pour ce qui est de la teneur en sucre des aliments. L'OMS cherche à développer des normes pour la teneur en sucre, telles que des normes similaires à celles que nous avons pour l'apport en sel. Pour ce qui est de l'élimination des AGT, l'OMS a été très active dans ce domaine pour atteindre l'objectif mondial pour éliminer les AGT d'ici à l'horizon 2023. Il y a deux politiques qui reprennent des bonnes pratiques que l'OMS recommande aux pays. Il s'agit d'une limite obligatoire de 2% sur les AGT dans les aliments transformés. Et il s'agit également d'une interdiction des huiles partiellement hydrogénées. Ainsi, 40 pays ont mis en œuvre ces recommandations de l'OMS. Pour aider les pays, l'OMS a publié un guide qui s'appelle Replace en anglais, qui comprend 6 modules. Et je vais m'arrêter là. Elena, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rain et Martine, pour ces remarques liminaires. Ce que nous allons faire à présent, c'est tout d'abord de parler de sucre, de sel et d'AGT. Nous allons parler de ces 3 catégories-là. Et ensuite, nous allons parler de différents pays et de différentes régions et de leurs approches pour réduire ces 3 catégories. Il s'agit également de parler des mesures qui ont été prises par différents responsables et dirigeants. Pour ce qui est du Royaume-Uni, par exemple, le Royaume-Uni a mis en œuvre une approche spécifique. Pour ce qui est du sucre, une taxe a été mise en œuvre pour les boissons sucrées. Et j'aimerais à présent donner la parole à Victoria Target. Bonjour Victoria, bienvenue. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Victoria, vous êtes chef d'équipe de l'équipe d'amélioration de l'alimentation au Bureau de l'amélioration de la santé et des disparités du département de la santé au Royaume-Uni. Et Victoria, vous allez nous parler de cette approche spécifique et des leçons que vous en avez tirées. Je vous donne la parole. Bonjour, merci Elena. Bienvenue à tous à ce séminaire. Alors, pour ce qui est de la réduction du sucre, je vais vous en parler dans un instant, mais je me suis dit qu'il était important, lorsqu'on parle du Royaume-Uni, de parler de la riposte à l'obésité au Royaume-Uni. Et nous avons mis plusieurs mesures en œuvre depuis 2016, notamment le programme de réduction du sucre et la taxe pour les boissons sucrées. Nous avons également d'autres initiatives qui sont en cours, un programme de réduction de calories, mais également des limites pour ce qui est de la publicité de certains produits. Depuis l'été dernier, nous nous sommes concentrés sur les enfants, mais nous sommes également concentrés sur les adultes. Et nous sommes concentrés sur les adultes en surpoids ou obèses. Alors, l'une des premières initiatives a été la taxe sur les boissons sucrées. Plusieurs pays ont mis cette initiative en œuvre. Notre initiative a été annoncée en mars 2016, mais elle a été mise en œuvre 2 ans plus tard. C'est une taxe qui s'applique aux fabricants et aux importateurs de boissons sucrées. Il y a 2 taux pour cette taxe. Il y a une taxe pour les boissons qui contiennent 5 grammes de sucre pour 100 ml et une autre taxe pour les produits qui contiennent 8 grammes de sucre pour 100 ml. Si les produits contiennent moins de 2 grammes de sucre, vous ne devez pas payer de taxe. Entre 2016 et 2018, nous avons donné l'occasion aux fabricants de réviser la composition de leurs produits pour leur éviter de payer les taxes. Un grand nombre d'entreprises l'ont fait. Je
parlerai des changements qui ont été apportés, mais à partir de 2018, certaines entreprises n'ont pas payé de taxes. Les boissons qui concernent les jus ne sont pas concernées par la taxe et feront partie d'un autre programme L'objectif des initiatives de programme de réduction du sucre est de réduire la teneur en sucre dans les produits, et ce, à l'horizon 2020, donc c'était l'année dernière. Il y a très peu de produits qui ne contiennent pas de sucre. Alors, tous les produits peuvent être classés dans différentes catégories, mais les produits ne concernent pas que des produits qui sont consommés par les enfants. Donc, il s'agit de réduire la teneur en sucre dans les produits. C'est la mesure qui a le plus d'impact pour les consommateurs. Il existe également des alternatives qui sont de, par exemple, diriger les consommateurs vers des produits qui contiennent moins de sucre. Nous pouvons voir les progrès qui ont été réalisés jusqu'à présent. Nous avons surveillé, évalué les progrès qui ont été réalisés, et ce chaque année. Et il est important pour nous, dans ce programme, d'être transparent sur les progrès réalisés. Nous regardons les progrès réalisés pour chaque catégorie, mais également pour chaque entreprise, pour les grandes entreprises de cette industrie. Et nous regardons également de près quels sont leurs programmes. Nous pouvons voir qu'entre 2015 et 2019, nous avons vu une réduction de 3% de la teneur en sucre dans les produits qui étaient visés par le programme. Alors, ce ne sont pas les 20% que nous espérions, mais je pense qu'il y a eu une réduction importante dans certaines catégories, comme par exemple celle des yogourts. Il y a également une réduction de 5 à 6% dans d'autres catégories. Et peu d'actions ont été prises, par exemple, pour ce qui est du secteur des sucreries. Donc, dans l'ensemble, une baisse a été observée dans les différentes catégories. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est que certains produits sucrés ont été davantage vendus. Nous pouvons voir également que l'industrie des boissons sucrées, que la taxe sur les boissons sucrées a eu un impact sur la réduction du sucre. Nous avons également observé une réduction de 39% de la teneur en sucre dans certains produits consommés à l'extérieur. Il y avait 2 ans impartis pour se conformer au niveau imposé pour ne pas être soumis à la taxe, mais réduire le sucre dans les différents produits alimentaires est plus simple que dans les autres produits que j'ai énumérés. Un rappel, il vous reste 30 secondes pour clore. Très bien, donc l'objectif de cette diapositive est de montrer les niveaux de réduction à tous les secteurs concernés et tous les secteurs économiques tirent des bénéfices de cette réduction. Est-ce qu'on peut passer la diapositive suivante et encore la suivante? Donc l'objectif ici est juste de donner un aperçu que les taux de sucre dans les boissons ont également reculé et baissé.
Et on voulait voir davantage de progrès pour les produits laitiers notamment, et on voit que près de 22% des boissons laitières préemballées, et il y a eu un bon résultat en seulement 1 an parce qu'il y avait une menace qui pesait sur ce secteur des produits laitiers, menace de taxation, et cela a fonctionné. Voici le réseau, nous sommes en lien avec le réseau de l'Union européenne, l'OMS, pour la réduction du sucre et des calories. Et l'année prochaine, il y aura une nouvelle réunion qui a lieu tous les 3 ans. Et bien sûr, nous vous souhaitons d'y participer. Merci beaucoup. Merci Victoria pour cet aperçu. Je m'excuse de vous avoir forcé d'accélérer, mais voilà, c'était des données très importantes et il y a nombre de questions qui sont déjà posées. Eh bien, un message pour l'ensemble des intervenants. Hein. Vous pouvez répondre aux questions qui vous sont posées par écrit au fur et à mesure. Sans plus attendre, donc nous passons du Royaume-Uni à l'Argentine. Est-ce que Dr Abriata nous a rejoint en ligne? Maria Graciela Abriata est directrice du programme des maladies non transmissibles du ministère de la Santé. C'est un des pays qui a une cible de réduction du sodium obligatoire, un des rares pays qui compte sur ce type de politique. Êtes-vous en ligne, docteur Abriata? Oui, bonjour. Donc, docteur Abriata, oui, je suis en ligne. Excusez-moi, je n'arrive pas à brancher ma caméra. Je ne sais pas s'il y a un problème d'ordinateur. Ou vous devez me donner l'autorisation peut-être. Voici la présentation. Je vous souhaite bonjour à tous, bonsoir en fonction d'où vous vous trouvez. Je m'excuse de ne pas pouvoir allumer ma caméra avant toute chose. Je remercie les autorités, l'OMS et l'UNICEF de nous avoir invités, de nous donner cette occasion de participer à un tel événement. Cela permet aussi d'échanger des informations. Notre expérience de mise en œuvre de la politique nationale de réduction de la consommation de sodium en Argentine vous sera donc détaillée. Voici l'objectif principal de la dite politique, à savoir favoriser la réduction de la consommation de sodium dans la population argentine pour vraiment se conformer au seuil fixé par la loi numéro 26.905. Cette loi et la réglementation afférente stipule, diapositive suivante s'il vous plaît, en tout cas, fixe les limites maximales de taux de sodium dans les aliments. Elle énonce une série de stratégies qui vont permettre de réduire de facto la consommation de sodium par la population argentine. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vous le disais donc, la loi fixe le seuil maximal de taux de sodium dans les aliments et énonce une série de stratégies, à l'instar de celle qui prévoit d'inclure des messages sanitaires sur les menus. Il y a aussi certaines mesures qui ciblent les restaurants. L'objectif étant de favoriser la réduction du taux de sodium dans nos aliments. L'objectif est donc de proposer des menus à faible taux de sodium, message sanitaire comme on l'a dit, mais dans les restaurants également, retirer les salières et également proposer des formes de sel plus diététiques, mais aussi retirer les sachets de sel. On a réduit le poids des sachets de sel qui est passé maintenant à 500 mg. Et également, nous prévoyons des campagnes de sensibilisation.
avant et après la réglementation, on voit il y a clairement une différence. Il y a deux phases. La première, la phase volontaire, et la seconde, obligatoire et contraignante. La première phase volontaire commence en 2009 avec la campagne Moins de sel pour plus de vie. C'est une stratégie qui s'inspire des accords qui ont été signés avec l'association des boulangers. Elle s'est poursuivie jusqu'en 2013 et il y a eu une conférence avec les différents acteurs de l'industrie alimentaire dans le secteur privé. Et nous avons réussi, grâce à cela, de réduire le taux de sodium dans près de 800 produits alimentaires. En 2013, la loi nationale 26 905 est votée. C'est la première loi de promotion promouvoir la réduction de la consommation de sel en Argentine et même dans le monde. Elle entre en vigueur en 2017. L'année suivante, en 2018, nous avons réalisé l'enquête de nutrition et de santé, une enquête nationale qui nous permet de savoir quelles sont les consommations moyennes de sel dans la population. Le résultat est qu'en moyenne, nous consommons environ 7,9 grammes de sel par jour. On est presque à 8 grammes, ce qui veut dire 2 fois plus que le taux recommandé par adulte. Dès lors, nous lançons une série de tables rondes afin de pouvoir réviser la composition des aliments et réduire le taux de sel pour les trois groupes d'aliments. Les viandes et produits dérivés, les produits farineux, mais également le sel contenu dans les soupes, les bouillons et les sauces. En 2020-2021, on ajoute 3 secteurs, les sauces, les fromages, mais aussi les encas. Les axes de travail étaient donc la promotion de la réduction totale du sel dans les produits industrialisés, produits alimentaires industrialisés. Deuxième axe de travail, c'est aussi ajouter des messages sur les sachets de sel, des messages sanitaires. Et troisièmement, renforcer la capacité, renforcer le budget des départements de santé de bromatologie au niveau local, à savoir dans les différentes provinces du pays. Il vous reste 30 secondes pour finir votre présentation. Très bien. Pour ce qui trait à la réduction du taux de sodium dans les produits transformés, j'aimerais mentionner l'article 5, paragraphes B et C. Il y est stipulé qu'il faut établir, fixer et contrôler les lignes directrices de réduction du sodium conformément à la loi. Est également mentionné qu'ils doivent fixer des valeurs maximales et le retrait progressif du sel dans les groupes alimentaires tels que nous les avons ventilés. J'ai donc parlé de ces 3 grands groupes avec lesquels nous avons d'abord travaillé, puis se sont ajoutés les fromages, une table ronde actuellement ouverte, toujours à l'œuvre, avec quelques difficultés, puisque les exigences propres à ce secteur fromager sont particulières entre les fromages à pâte dure, à pâte molle. Concernant les taux qui étaient prévus en 2013 dans les fromages qui étaient fabriqués à cette époque-là et puis ceux qui sont fabriqués par la suite.
Docteur Abriata, je me permets de vous couper la parole et vous rappeler que nous manquons de temps puisque nous avons de nombreux orateurs. Est-ce que vous pourriez clore en une quinzaine de minutes, s'il vous plaît, ou peut-être que vers la fin de la réunion, nous pouvons revenir à vous. Très bien, réponse, très bien. Pouvons-nous passer aux diapositives suivantes? Il vous reste 10 secondes. Je dois dire que c'est difficile lorsque l'on n'a pas l'emprise sur la présentation qui vous est affichée. La modératrice. Eh bien, c'est très bien pour l'heure. Peut-être que nous y reviendrons en fin de session. Merci beaucoup. Nous voyons à quel point l'Argentine est une figure de proue dans ce domaine, avec des cibles très claires. Et nous voyons que vous impliquez les différentes parties prenantes par ces différentes tables rondes, comme vous avez dit. Nous allons y revenir un peu plus tard. Je vais peut-être passer maintenant à notre prochain orateur, Dr Eduardo Nilsson, qui est au Brésil. Dr Nilsson est le coordinateur adjoint de la division alimentaire et nutrition du ministère de la Santé au Brésil. Dr Nilsson, êtes-vous en ligne? Je vous vois en tout cas. Allez-vous vous exprimer en anglais ou en portugais? En anglais, très bien. Je vous rappelle que vous avez accès à l'interprétation en bas de votre écran. À nouveau, je m'excuse, je suis la gardienne du temps. Il me faut donc respecter un programme très strict. Nilsson, merci beaucoup pour votre invitation. Diapositive suivante. Avant toute chose, il faut savoir à quel point la charge est très importante. Nous avons des 47 000 décès par an ici au Brésil. Il y a près de 1 million de dollars par an qui sont consacrés à ces malades. Il s'agit aussi de comprendre quelles sont les différentes sources de sodium. C'est le cas pour différents pays en Amérique, mais ailleurs. Il y a une forte consommation de sel de table et aussi dans les condiments. S'ajoute à cela les produits alimentaires industrialisés, qu'ils soient transformés ou ultra transformés, ou qui sont consommés 2 fois plus souvent que recommandé par l'OMS. Très peu d'adultes ont une consommation en deçà du seuil limite fixé par l'OMS, ce qui conduit à des régimes alimentaires non sains. Voici la participation des aliments transformés et ultra transformés en termes de calories, mais également en taux de sucre, la réduction de la consommation de sel de table réduit petit à petit, et c'est important de le souligner. Nous avons une approche politique, bien sûr. Tout d'abord, révision de la composition pour réduire le taux de sodium dans les produits alimentaires avec des limites volontaires pour certaines catégories alimentaires, mais nous avons également des politiques d'approvisionnement alimentaire pour travailler notamment pour la restauration hors domicile. S'ajoute à cela des normes en matière d'emballage des aliments et des lignes directrices afin de permettre une communication pour un impact comportemental. Avec un message, consommer des produits frais et éviter les produits transformés. Comme je l'ai dit, nous avons des accords sur base volontaire avec différentes associations de l'industrie agroalimentaire, des contenus de sodium fixés par milligramme de sel par 100 grammes. Et nous avons aussi comme objectif d'avoir
une réduction progressive des taux de sodium avec des cibles annuelles. Nous avons adopté finalement le modèle du Royaume-Uni à notre pays en utilisant ce que nous appelons les meilleures pratiques. Nous rappelons, c'est sur base volontaire. Nous avons des critères très clés. Nous avons un système de surveillance transparent et nous surveillons différentes catégories du secteur alimentaire. Et nous utilisons les différentes études des organisations de la sous-région et de l'OMS. L'objectif étant de savoir quelle voie prendre pour l'avenir. Et au Brésil, nous voulons passer d'un système purement volontaire à des cibles qui soient contraignantes. Voici quelques détails, mais je vais passer à la diapositive suivante. Voici, j'ai dit que les critères sont transparents. Voici la base de référence, mais je vais plutôt revenir à la diapositive précédente. Je mentionnais donc les critères. Nous avons donc une ligne de référence pour des réductions qui soient volontaires, progressives, durables, réalistes et transparentes pour les différents produits des différentes catégories. Et parmi les critères importants, il s'agit d'avoir un impact concret sur la consommation de sodium sur un calendrier de 6 ans afin que nous puissions nous approcher des seuils recommandés par rapport à notre ligne de référence. Notre objectif est de nous aligner sur les références internationales, les seuils fixés par les organisations internationales et réduire le contenu pour toutes les catégories alimentaires ici au Brésil. Voici les résultats de ce que nous avons réussi à atteindre et on voit un suivi au fil des années. Donc en 2017, nous avons vu que nous avons atteint une réduction considérable du contenu en sodium à travers quasiment l'intégralité des produits alimentaires avec une réduction de 20% en moyenne. À titre de comparaison, vous voyez les cibles nationales et les cibles de l'OPS pour la sous-région. Je l'ai dit, nous devons nous tourner vers les chiffres à l'international puisque cela nous permet de savoir où nous souhaitons aller et poursuivre sur cette voie. Puis nous nous intéressons aux répercussions, à savoir quel taux de sodium a été retiré du marché. À peu près 5000 tonnes de sodium ont été supprimées en une dizaine d'années. C'est une petite réduction, c'est 0,25 grammes de sel par jour. Et nous avons une consommation de 9,3 grammes par jour. On voit que la réduction est vraiment infime. Il reste encore beaucoup à faire. Il nous faut des cibles plus strictes, davantage alignées sur les cibles internationales, notamment de l'OPS, pour que nous puissions décupler l'impact à l'instar des autres organisations. Nous pouvons poursuivre sur cette voie, faire mieux, car il y a des normes internationales. Il s'agit de réduire le taux de maladies cardiovasculaires, les décès associés aussi, bien sûr. C'est pour cela que nous devons continuer à réduire le taux de sel dans les aliments. En guise de conclusion, pour ce qui est de la réduction des taux de sodium, les réussites, nos principales réussites sont à l'écran. Nous devons continuer à réduire ce taux de sodium dans les aliments. Et c'est une approche progressive, étape par étape. Nous devons utiliser différentes technologies disponibles. Il s'agit d'avoir des stratégies diverses et variées, avoir des synergies, avoir des critères transparents et qui ont un réel impact avec des cibles
clair, puisque c'est important. Cela permet d'avoir un bon suivi, une évaluation pour l'ensemble des secteurs. Et puis, nous devons aussi compter sur des données nationales, en nous basant notamment du modèle du Royaume-Uni, en l'adaptant à nos réalités, à la situation nationale ici au Brésil. Que pouvons-nous faire ou qu'aurions-nous pu faire différemment? Il s'agit d'inclure de nouvelles catégories alimentaires, accroître l'application de ces cibles et le respect des cibles formulées. Et comme je l'ai dit, c'est sur une base volontaire avec les différentes associations du secteur alimentaire impliquées. Mais il s'agirait peut-être aussi de fixer des seuils limites pour les restaurants, les fast-food et différents services de restauration. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir modéliser les impacts des différents scénarios de réduction pour que nous puissions mieux informer les différentes politiques et réglementations, notamment les réglementations fiscales, pour encadrer la commercialisation, la vente des produits salés, mais également les produits, tout ce qui concerne les produits sucrés et riches en acides gras trans. Voici pour ce qui est du sel. On passe maintenant à la réduction des acides gras trans. L'étape la plus importante a été la déclaration des Amériques sans acides gras trans. Nous avons cette limite de 5%. Et nous devons afficher obligatoirement au Brésil les acides gras trans. Et c'est là vraiment la première étape importante pour le Brésil vers l'élimination de ces AGT. Et nous nous sommes rendus en 2010, de nombreuses catégories étaient déjà en deçà des limites fixées. Et on s'est posé la question, que faire pour poursuivre sur cette voie? Une agence de réglementation a lancé un processus réglementaire qui a permis de rassembler les différentes parties prenantes, effectuer des analyses diverses et variées, avec tous les détails à droite de la diapositive, et cela permet de savoir quelle est l'incidence des propositions réglementaires. Et cela a permis d'éviter 5 fois plus de décès. Il y a des maladies cardiovasculaires. C'est un processus qui s'est conclu sur une consultation populaire. Ensuite, il y a eu 2 phases à cette approche d'élimination donc des AGT. Tout d'abord, limiter les AGT à 2% et une deuxième phase qui est l'élimination pure et simple des huiles partiellement hydrogénées. C'est déjà lancé à l'heure actuelle. Donc, il faut une approche, comme je dis, par phase, mettant en avant les meilleures pratiques à l'échelle internationale, améliorer l'efficacité de la révision de la composition des aliments, comme on l'a dit en Argentine d'ailleurs, avec des approches réglementaires. Et enfin, il s'agit d'avoir des stratégies qui soient individualisées, adaptées aux priorités des différents pays, en impliquant les acteurs du secteur privé. Et l'objectif est de pouvoir engranger les meilleures pratiques année après année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était là un bon aperçu de l'élimination des AGT. Docteur Robin Prassa et Dr Prassa, des présidents du groupe scientifique sur les huiles et les graisses, et membre du comité scientifique de l'autorité pour les normes en matière de sécurité alimentaire en Inde, où les politiques de meilleures pratiques pour l'élimination des AGT ont été adoptées en février de cette année. Je vous donne la parole. 8. Vous avez 8 minutes. Nous avons mis en place une approche multidimensionnelle en Inde. Voici la stratégie AIM.
sensibiliser, notamment modifier, superviser, impliquer, intégrer, etc. Donc, l'idée ici est d'intégrer différentes actions. Aussi les défis techniques et réglementaires, et c'est quelque chose lancé depuis 2009, et on a des produits traditionnels en Inde appelés Vanaspati. Nous produisions en 2009 à peu près 1 million de tonnes de Vanaspati, huile végétale partiellement hydrogénée. C'est utilisé pour la margarine, notamment le beurre et autres produits. Et les aliments cuisinés avec Vanaspati restent plus frais plus longtemps, une meilleure stabilité, l'oxydation, une meilleure texture, améliore le croustillant, le croquant, etc. Et cela a permis de vraiment lancer le programme de remplacement des AGT en Inde. Dans ce contexte, en 2009, la FSAI a incité les instituts de recherche, dont la liste est à l'écran, de s'impliquer, d'unir leurs forces pour soutenir cette mission de remplacement des AGT. Nous avons été associés à ce programme dès le début, dès 2009. Et de 2009 à 2019, différentes parties prenantes en association avec la FSAI ont sensibilisé l'industrie à l'importance de la réduction des AGT, acides gras trans, en particulier le Vanaspati, la margarine. Les décisions et les actions prises par ce groupe ont permis de modifier le processus d'hydrogénation partielle en manipulant la pression, la température et le catalyseur pour réduire la formation d'AGT. L'utilisation d'huile riche en acides gras saturés de type stéarine de palme dans le processus d'hydrogénation. On parle également du mélange physique au processus d'interestérification en utilisant une approche chimique ou enzymatique dans l'huile riche en acides gras insaturés avec une huile entièrement hydrogénée ou huile à forte teneur en acide stéarique. Il s'agit là de vraiment mener des activités pédagogiques dans le secteur. Nous avons stimulé toute l'industrie à moderniser les raffineries d'huile comestible en mettant l'accent sur la désacidification pour réduire la teneur en acides gras trans pendant le raffinage. Donc, autant d'initiatives qui ont motivé l'industrie à accepter le défi de réduire la teneur en AGT jusqu'à 10%. J'ai un message que les interprètes qui nous aident à traduire ce qui est dit ont du mal à suivre du fait de la rapidité du débit de l'orateur. Réponse de Dr Prasad, très bien, je vais ralentir. Reprise de la présentation. Nous avons lancé ce processus en 2013 avec une première intervention politique. La réglementation précisait une limite d'AGT à pas plus de 10% en fonction du poids total et concerne 4 produits principalement. En 2015, la réglementation a été modifiée pour adapter le taux à 5% du poids. Et il y a une obligation aussi de déclaration sur les emballages et les AGT acceptés doivent être à un taux inférieur à 0,2 g par 100 g au millilitre de produit. En 2019, il y a volonté de réduire, de pouvoir dire qu'il n'y a plus d'AGT dans les huiles comestibles si leur taux est inférieur à 1 g par 100 g ou millilitre d'huile comestible.
On a aussi mis en place un logo sans AGT sur les produits alimentaires. En 2019, nous sommes passés à une réduction de la limite et nous sommes passés à une réduction de 3% à 2% en janvier 2022. En 2020, nous avons mis sur pied des règlements pour la sécurité des aliments. Certains aliments de base sont pratiquement interdits dans les écoles suite à ce règlement. Il s'agit de renforcer le réseau des laboratoires, leur infrastructure, leurs méthodes, mais également collaborer avec des associations, l'AOAC, l'USP, pour partager les méthodes. Nous avons un mouvement important qui a été mis sur pied en Inde qui s'appelle « Manger correctement ». Il s'agit de manger des aliments qui soient sûrs, de manger de manière saine et de manger de manière durable. Il s'agit d'apporter aux consommateurs des aliments qui contiennent moins de sucre, moins de sel, etc. Il vous reste 1 minute, merci. Alors, nous avons, grâce à notre campagne, soutenu 2 300 000 personnels de la santé qui travaillent sur le terrain. Nous avons apporté des publications et divers contenus aux personnes concernées. Est-ce que vous pouvez revenir à la diapositive précédente, s'il vous plaît? Merci. Nous avons inclus plusieurs parties prenantes, plusieurs associations, des associations professionnelles. Plusieurs associations professionnelles pour qu'elles puissent travailler avec nous sur nos campagnes. Nous avons un réseau de coopération scientifique pour une alimentation sûre et pour une nutrition appliquée. Et nous avons également d'autres réseaux et ce sont toutes des organisations qui travaillent à mettre en œuvre nos initiatives. Alors récemment, nous avons mené un sondage dans 419 villes sur la consommation d'AGT. Et plus de 6 000 échantillons, plus de 1 000 échantillons comprenaient des huiles hydrogénées et des produits vanaspati. Et nous avons trouvé que des produits contenaient plus de 3% de teneur en AGT. Mais les chiffres que nous avons récoltés de ce sondage montrent que notre campagne connaît un succès de plus de 90%. Et nous avons donc réussi à baisser le taux d'AGT dans plusieurs catégories de produits. Nous espérons pouvoir atteindre nos cibles d'ici à l'horizon 2023. Et pour l'instant, nous enregistrons les progrès attendus. Nous cherchons vraiment à ce que tout le monde ait accès à notre plateforme. Nous sommes un grand pays, donc il est difficile de coordonner les décisions. Mais jusqu'à présent, nous avons réussi à à enregistrer les progrès attendus. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages. Nous arrivons à notre dernier orateur et ensuite vous pourrez poser vos questions. Nous allons passer à notre dernière oratrice, Stéphanie Bodenbach de l'Union européenne. Elle est la chef d'équipe de l'unité de composition alimentaire de la Direction générale de la santé et sécurité alimentaire. Est-ce que vous êtes là, Stéphanie? Oui, je vous vois. Très bien. Peut-être que votre micro est désactivé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à partager notre expérience à l'Union européenne dans la réduction des AGT. J'aimerais commencer par vous parler des politiques de réduction des AGT. Ces politiques sont mises en œuvre depuis plusieurs années déjà dans l'Union européenne. Nous avons des règlements pour réduire les AGT des chaînes alimentaires. Nous avons des associations industrielles qui ont participé à ces efforts. Mais nous avons encore plusieurs catégories d'aliments qui contiennent une trop grande teneur en AGT. Et ainsi, nous avons décidé de prendre la décision suivante. Il s'agit de mettre en œuvre un règlement au sein de l'Union européenne. Ce règlement a été adopté en 2019 et il se concentre sur les AGT des produits industrialisés, des produits transformés, notamment des produits qui contiennent des huiles. Et nous avons établi une limite légale. Et cette limite est de 2 grammes pour 100 grammes de graisse dans les aliments qui seront consommés par le consommateur final ou pour les aliments qui serviront dans le commerce de détail. Nous avons plusieurs pays comme le Danemark, par exemple, qui ont introduit une limite de la teneur des AGT. Et cette limite était de 2 grammes. Lorsque nous avons évalué cette limite-là, nous sommes demandé si cette limite correspondait aux apports recommandés dans l'Union européenne. D'après nos recherches, donc, cette limite de 2 grammes était suffisante et c'est une limite qui est accessible. Elle a été mise en œuvre au Danemark, par exemple, et ensuite d'autres pays de l'UE ont suivi cette législation. En plus de cette législation, cette limite s'applique donc au consommateur final et au commerce du détail. Donc, ce sont les restaurants, par exemple, qui utilisent les huiles pour frire. Mais les aliments qui concernent la chaîne d'entreprise à entreprise ne sont pas concernés. Et pour l'obligation qui concerne la commerce entreprise à entreprise, ils ont une obligation de transmettre les informations pertinentes. Il s'agit d'être transparent, notamment pour le consommateur final. Nous avons élaboré des définitions et depuis cette année, depuis avril de cette année, nous avons une limite qui est en place. Nous avons également demandé aux PME d'adapter leurs produits. Voici plusieurs facteurs qui ont eu une influence sur la réussite de notre programme. Nous avons vraiment des preuves
évidente de l'impact des AGT sur la santé. Et nous avons suivi des recommandations de l'OMS et de l'Autorité européenne de la sécurité des aliments. Nous avons une longue expérience pour ce qui est des mesures légales et des initiatives volontaires des États membres. Donc, nous n'avons pas commencé à partir de rien. Nous sommes appuyés sur les initiatives qui existaient déjà dans l'Union européenne. Nous avons également le soutien d'importantes associations de l'industrie, d'ONG qui travaillent dans le domaine de la santé et d'organisation des consommateurs. Les acteurs nous ont aidés à élaborer les projets de législation. Nous avons cherché à prendre en compte les avantages sociaux et économiques. Ces avantages étaient vraiment clairs et convaincants. Et parce que nous avions l'expérience de différents États membres, nous avons décidé de trouver une solution qui soit harmonisée au niveau de l'Union européenne. Et nous avons vu un véritable mouvement pour réduire les AGT, donc cela a été un encouragement supplémentaire. Et plusieurs acteurs ont soutenu nos efforts. Nous avons bien entendu rencontré des défis, des difficultés. Les PME, les petites entreprises dans le commerce de détail étaient inquiètes à l'idée de la mise en œuvre de cette limite, car elles considéraient que c'était des acteurs qui n'avaient pas la capacité d'influencer les consommateurs. Donc, nous avons dû discuter avec ces acteurs-là qui avaient des inquiétudes. Nous avons inclus le secteur du commerce de détail, donc les restaurants, les boulangeries, car la limite s'applique également à eux, la limite des 2%. Et nous les avons inclus car c'était un secteur qui considérait que la responsabilité était trop lourde à porter. Nous avons également mené des entretiens avec le secteur des PME et nous avons mis en place une période de transition de 2 ans pour expérimenter de nouvelles solutions, pour trouver des alternatives. Et cette période de transition a été une solution pour surmonter ces difficultés. Il existe une différence entre les AGT dans les produits industrialisés et les AGT qui sont naturellement présents. Et donc, nous avons développé une méthodologie analytique pour que la limite qui soit mise en œuvre soit harmonisée au sein de l'UE. Notre centre de recherche commun a également travaillé avec nous pour évaluer et calculer les efforts qui étaient nécessaires pour mettre en œuvre cette limite. Si vous cherchez sur le site Internet de la Commission, vous trouverez les différents documents. Nous avons choisi de limiter les AGT, et ce par le biais d'un accord volontaire ou par une limite juridiquement contraignante. Nous avions également l'option suivante qui était d'interdire l'utilisation d'huile partiellement hydrogénée. Et nous pouvions combiner différentes législations, différents accords.
Nous avons pris en compte la situation sur le marché, les coûts, mais les mesures législatives étaient évidentes. Et il y a vraiment un avantage à réduire les AGT, ainsi que de limiter les huiles partiellement hydrogénées. En avril, donc, cette législation est entrée en vigueur et nous verrons bientôt les conséquences de cette législation, mais cette limite a été mise en œuvre. J'espère que j'ai respecté le temps qui m'était imparti. J'en suis arrivée à la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Il nous reste encore 10 minutes pour répondre aux questions. Alors, je vois qu'un grand nombre des questions qui ont été posées ont obtenu une réponse. Donc, nous allons peut-être revenir brièvement aux différents orateurs pour qu'ils puissent apporter une réponse aux questions posées. Alors, la question qui est posée est: qu'auriez-vous fait différemment? Docteur Abriata, si vous souhaitez répondre, peut-être que vous pouvez tous activer votre caméra pour que nous vous voyions tous. J'aimerais vous poser la question suivante à toutes et à tous. Qu'auriez-vous fait différemment? Qu'avez-vous appris? Quelles sont les leçons que vous avez tirées? Docteur Abriata, je vous donne la parole en premier. Si vous pouviez résumer les remarques que vous n'avez pas pu faire précédemment. Je vous donne 3 minutes, Docteur Abriata. Est-ce que vous m'entendez? Docteur Abriata, si vous voulez vous exprimer maintenant, vous avez 3 minutes si vous souhaitez vous répondre aux questions. Oui, alors c'est un problème très difficile. Excusez-moi, Docteur Prasad, je souhaiterais donner la parole à Docteur Abriata car je lui ai coupé la parole précédemment. Donc, Docteur Abriata, si vous êtes encore là, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Excusez-moi. J'étais au téléphone, je n'ai pas entendu la question. Alors précédemment, j'ai dû vous couper la parole car nous manquions de temps, donc je reviens vers vous. Est-ce que vous avez un message à partager, un dernier message à partager? Et vous pouvez également répondre à la question que nous posons à tous les orateurs. Qu'auriez-vous fait différemment? Quelles sont les leçons que vous avez tirées de vos expériences? Allez-y. Alors, nous revendiquons la loi dont j'ai parlé précédemment. Ce n'est pas une chose facile. Nous savons que les accords volontaires sont nécessaires, mais c'est la loi qui donne le rythme. La présence de l'État est nécessaire pour définir les limites maximales, pour définir de nouveaux objectifs et pour que nous puissions continuer à avancer dans la réduction de certains nutriments. Donc, le cadre légal est très important. Et les taxes sont également très importantes pour atteindre les objectifs fixés. Donc, c'est fondamental. Les groupes de travail sont également essentiels. Les groupes de travail entre ministères, entre le ministère de l'économie, le ministère de la santé. Et c'est important d'avoir des échanges avec l'industrie. Comme l'ont dit d'autres orateurs, nous savons que les limites maximales de sel sont
importantes, mais il faut également échanger avec l'industrie. Et il faut discuter avec l'industrie pour pouvoir réduire le sel lors de la création, lors de la production de certains produits. Donc, par exemple, pour ce qui est du fromage, il faut réduire la teneur en sel. Et parfois, il y a besoin de davantage de temps d'adaptation. Donc voilà, je pense que c'est là mon message. Comme nous le disions, il y a le cadre légal qui est important, les taxes, les contrôles de dermatologie. Il faut échanger avec l'industrie. Il faut également évaluer l'impact des politiques sur la population en général. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un très bon message de fin. Victoria, je vous donne la parole. Qu'auriez-vous fait différemment? Alors, au Royaume-Uni, nous pourrions mettre en œuvre différentes mesures, des mesures plus larges. Certaines mesures, lorsque plusieurs mesures sont mises en œuvre, cela semble être plus efficace. Et nous n'avons pas vu, comme je l'ai dit lors de ma présentation, une grande réduction de la teneur en sucre. Et peut-être que si nous avions eu plusieurs mesures en place en même temps, nous aurions connu des progrès plus importants. Et nous avons d'autres mesures que nous allons mettre en œuvre concernant la promotion. Nous souhaitons mettre en œuvre des programmes pour ce qui est des étiquettes des produits qui sont consommés à l'extérieur. Merci beaucoup. Dr Nelson, au Brésil, vous nous avez parlé de la teneur en sucre, de la teneur en sel, pardon, et des AGT. Qu'auriez-vous fait différemment? Nous avons beaucoup appris tout au cours de notre expérience, mais je pense que nous aurions pu lier nos stratégies. Cela aurait eu plus d'impact. Et les orientations ont été publiées en cours de route, mais cela aurait été utile pour de prendre cela en compte pour améliorer l'alimentation. Et il aurait été également utile de mettre en œuvre des taxes. Et c'est quelque chose à prendre en compte pour l'avenir. Pourquoi n'avez-vous pas mis en œuvre des politiques pour le sucre en général? Nous avons rassemblé des informations différentes au fur et à mesure. Donc, nous avons cumulé des résultats de différentes recherches et cela a amélioré notre prise de décision. Mais je pense que nous n'avions pas les informations nécessaires. Mais nous avons désormais le soutien de l'OMS, d'UNICEF, et c'est important pour nous pour aller de l'avant. Il faut également augmenter la participation des organisations pour les consommateurs, car c'est très important pour exercer des pressions sur les gouvernements et pour mettre en place des mesures qui soient plus efficaces. Merci beaucoup. Dr Prasad, qu'auriez-vous fait différemment lors de la création de votre programme en février dernier? Vous avez une minute. Je pense que c'est très difficile de répondre à cette question. C'est un travail très difficile qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, car l'Inde est un grand pays, donc il est très difficile d'atteindre toute la population. Il faut communiquer avec des experts, avec différentes organisations, associations. Et il faut vraiment dire à l'industrie qu'il est nécessaire de réduire la teneur en sucre, sel, AGT. Et l'industrie nous dit qu'ils ne peuvent pas vendre leurs produits.
Donc, il faut vraiment discuter avec l'industrie. Il faut vraiment convaincre l'industrie, car sinon, nous ne pouvons pas réaliser des progrès. Il faut également améliorer la technologie, car l'industrie nous dit qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Donc, il faut trouver des alternatives et il faut que nous travaillions ensemble avec l'industrie. Je pense qu'il faut développer différentes options, les communiquer à l'industrie, et ce pour le bien des consommateurs. Voilà pour mes remarques. Merci beaucoup. Stéphanie, comment avez-vous réussi à établir ce lien avec l'industrie? Nous avons été en contact avec l'industrie grâce à différents forums, et ce depuis plusieurs années au sein de l'Union européenne. Nous avons essayé de réviser la composition des produits, d'améliorer la composition nutritionnelle. Et donc, je dirais qu'il faut un lien établi. Et pour ce qui est des politiques relatives aux AGT, il nous a fallu du temps, il nous a fallu beaucoup d'engagement. Nous avons mené une étude dont je n'ai pas parlé précédemment. Et cette étude nous a mené à trouver la limite appropriée. Donc, c'était un processus qui était long, mais l'adoption d'une telle limite, par exemple, ne semble pas si difficile. Nous avons dégagé un consensus pour les différentes limites. Donc, qu'est-ce que je ferais différemment? Eh bien, cela a pris du temps, mais nous avons obtenu les résultats que nous souhaitions. Et à la fin, ce n'était pas si difficile que cela, car nous avions mené déjà en amont de nombreuses discussions. Merci beaucoup. Je vous remercie pour vos témoignages, pour vos remarques. Nous avions peu de temps, nous aurions pu continuer encore longtemps. Et j'aimerais tous vous remercier pour vos travaux, pour l'exemple que vous montrez. Et enfin, j'aimerais donner la parole à Joe Jewell d'UNICEF. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Elena. Merci à tous les orateurs pour leur formidable présentation. Il nous reste 2 minutes, donc je vais être bref. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur la révision de la composition des produits, qui est un défi important à travers le monde, notamment dans les pays à revenus intermédiaires, où ces produits sont davantage disponibles. Et l'on voit donc là où nous devons mener nos efforts. Les présentations contenaient des témoignages, des actions qui ont été prises, et ce sont des petites actions qui se sont accumulées pour obtenir de grands résultats. Et ce sont des actions qui ont suivi plusieurs critères pour avoir un impact positif sur la santé. Donc nous avons besoin de plusieurs approches. Comme Victoria l'a dit, il nous faut des approches à plusieurs volets. Donc nous avons par exemple aussi besoin de mettre en œuvre des taxes, notamment, d'interdire certains produits. Nous avons besoin de telles mesures pour obtenir l'impact souhaité. Demain, nous avons une autre session et jeudi aussi, une session sur le marketing. Donc, je vous invite à y participer. Je vous remercie encore une fois. Nous, au nom de l'UNICEF et de l'OMS, je vous remercie le soutien des pays pour ce sommet de la nutrition pour la croissance. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you all. Have a great rest of the day.